Le 6 mai 1937, Eugène Laflamme et Blandine Dionne donnent naissance à Guy, le premier-né de leurs 6 enfants. En 1940, Eugène achète à Sainte-Croix une entreprise de fabrication de jouets en bois, les ateliers Pierre et Jean, alors en faillite. Sous son règne, l'entreprise s'appelle maintenant Meubles South Shore. Compte tenu du caractère saisonnier de l'entreprise, il diversifie la production et introduit la fabrication de tables et de chaises de cuisine. 2 incendies majeurs forcent la reconstruction de l'usine, mais toujours au même endroit. En 1952, l'apparition de mobilier de cuisine en chrome au détriment des meubles en bois amène l'entreprise à réorienter sa production en incluant dans sa ligne de produits les meubles de chambre à coucher. Guy apprend à compter sur lui-même en bas âge. Il est pensionnaire à Saint-Louis de Gonzague et au collège Jean de Brébeuf. Il fait ses études secondaires au collège du Sacré-Cœur à Bathurst et son cours universitaire à la faculté de commerce de l'Université Laval à Québec. De 1956 à 1963, Guy fait son apprentissage à l'usine sous l'œil vigilant de son père, qui veut le préparer à la relève. Il accomplit toutes les tâches, de la plus simple à la plus complexe. Le 23 mai 1959, il épouse la ravissante Marthe Vaillancourt. À leur bonheur s'ajoutent 5 enfants, Jean, Jacques, Marc, Richard et Marie-Josée, qui leur donneront 15 petits-enfants. En 1970, Guy prend la relève de son père à la direction générale. Il entreprend une grande phase d'expansion. Il augmente la production de l'usine de Sainte-Croix par le biais d'acquisition et l'intégration des Morissette et Frères. En 1978, c'est J.W. Kilgore de Coaticook qui passe sous le giron de Meubles South Shore. De plus, en 2000, Meubles South Shore étend sa production au Mexique. Les usines connaîtront au fil des années de multiples investissements et agrandissements pour les amener au niveau où elles se trouvent aujourd'hui. Le succès de Guy, c'est la productivité. Cette productivité a fait de Meubles South Shore un des plus grands fabricants de meubles au Canada avec ses 600 employés. Pour M. Laflamme, une entente verbale, c'était sacré, autant pour ses employés, au niveau de ses employés, que pour ses clients et ses fournisseurs. Lorsqu'on rencontrait M. Laflamme pour des dossiers, on devait toujours être bien préparé. Et une fois que la décision était prise, il fallait que le travail s'effectue assez rapidement. M. Laflamme avait toujours une vision long terme dans ses décisions. À chaque fois qu'il prenait une décision, on voyait qu'il se souciait autant de la pérennité de l'entreprise, de lui-même, que pour ses employés. Il était sensible. Lorsqu'on le rencontrait, on voyait qu'il y avait une sensibilité, mais qui était cachée par son caractère un peu bourru pour ceux qui l'ont bien connu. M. Laflamme était un homme d'une grande simplicité, malgré son envergure. Je me souviens, lorsqu'on allait aux États-Unis, on avait une usine aux États-Unis, puis on devait aller à l'usine, puis on avait une maison là-bas, puis il nous préparait même les petits déjeuners le matin avant d'aller travailler. En 1986, son fils Jean se joint à l'entreprise et en 1999, Guy le nomme président de Meubles South Shore. Aujourd'hui également, vous avez Jean qui se joint à nous autres. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'avoir d'aussi bons personnels que j'ai pu avoir. D'avoir des gens sincères, comme j'ai eu. Des gens qui ont mis tout leur cœur et toute leur énergie au développement de la compagnie. Alors, un bon 30 ans. Ce pas des valeurs qui étaient publiées dans la grandeur de l'entreprise, mais c'était véhiculé par ses agissements, par sa façon d'être, par la façon dont il était. Lorsqu'il choisissait ses gens, mais il choisissait les bonnes personnes, il les mettait dans les bons sièges, il y avait du fun avec eux autres, puis il leur donnait le champ libre d'agir. Lorsqu'on regarde au niveau des investissements ou des innovations qu'on a faites dans l'entreprise,
Il y en a plusieurs qui ont été faites au travers des années, mais j'en ai une entre autres que moi je me rappelle, je dois avoir, je ne me rappelle pas exactement, 18, 19, 20 ans là, dans ces années-là. Puis il m'avait amené en voyage à Lille, en France. C'était à la fin des années 70. Et on allait voir une nouvelle technologie. Finalement, cette technologie-là, on l'avait ramenée au Canada. Et ça avait été une innovation assez incroyable qui avait fait grandir l'entreprise de façon assez impressionnante dans le temps. Et de là est venu aussi tout le système d'amélioration continue qu'on a dans l'entreprise, d'innovation. Et même aujourd'hui, on se sert encore de ces mêmes bases-là pour faire nos investissements puis s'assurer qu'on grandisse. Service à la clientèle, je me rappelle au tout début, je pense que je n'allais pas encore à l'école, mais j'étais tout petit. Là. Mais on était dans la maison, c'est-à-dire juste en face de l'usine. Et on recevait les clients, on recevait les agents manufacturiers. Ils venaient dîner le midi, ils venaient souper le soir, ils couchaient à la maison, ils déjeunaient avec nous autres le matin. C'est nous autres qui servaient les drinks. On pensait qu'on aidait, mais je pense qu'on était plus dans les jambes que d'autres choses. Mais nous autres, on pensait qu'on aidait là, dans ce temps-là. Pendant plusieurs années, au-delà de 50 du chiffre d'affaires de la compagnie était fait avec Sears Canada. Et c'est lui, personnellement, qui s'occupait du compte de Sears. Il n'acceptait pas, il n'y avait personne d'autre. C'est lui qui faisait toutes les transactions. Et ça se sent dans l'entreprise, juste à passer autour. Cette passion-là pour le client est encore là, puis est encore très, très vivante. Il était capable de passer par-dessus ses émotions personnelles ou ses sentiments personnels pour prendre une décision difficile. Il prenait aussi beaucoup de temps à s'occuper d'autres choses, entre autres beaucoup d'œuvres caritatives, telles que l'œuvre du Général Dallaire, que ce soit le Noël du Bonheur, que ce soit la Maison Michel Sarrazin. Il s'est impliqué aussi beaucoup localement avec les différentes œuvres locales, où il s'est impliqué aussi comme maire de Sainte-Croix pendant plusieurs années. Donc, il trouvait le temps, malgré tout ce qu'il avait à faire, de s'occuper aussi d'autres choses autour, qui n'étaient pas évidemment rémunérées, mais qui redonnaient à la société. Puis je pense que ça, pour lui, c'était important aussi de pouvoir faire ça. Dernièrement, il y a eu un hommage qui a été fait par l'industrie du meuble canadienne pour reconnaître ce qu'il avait accompli dans l'industrie. Je pense qu'il a réussi à bâtir une entreprise de classe mondiale dans un environnement qui n'était pas nécessairement facile pour les industries de meubles à cette époque-là. Et je pense que c'était une très belle reconnaissance qu'il a vraiment appréciée lorsqu'il était reconnu par l'ensemble des gens de l'industrie. Guy est prêt à partager ses recettes du succès. Il s'occupe notamment de l'École du meuble et du bois ouvré à Victoriaville et des missions gouvernementales en pays sous-développés. Il accueille chez lui étudiants et visiteurs. Il croit dans le dialogue avec ses collègues de l'industrie et dans les services que peut rendre leur association. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui lorsque je suis devenu membre de l'Association des fabricants de meubles, avec une usine que j'avais à ce moment-là qui s'appelait Vallière. Et puis, je l'ai succédé comme président de l'association. Mais Guy était un leader, était un homme visionnaire et qui a fait beaucoup de choses pour l'industrie du meuble. C'est lui qui a développé le salon de Toronto et qui a mis l'association sur des bases solides. Au conseil du patronat, évidemment, il a été un membre extrêmement important pendant plusieurs années. Enfant de la Deuxième Guerre mondiale, la vie militaire est une référence pour Guy. Dans les faits, il n'a pas fait carrière dans les forces armées, mais s'implique à plusieurs niveaux. En 1996, il est lieutenant-colonel honoraire des unités de la milice des Forces canadiennes. Pendant plus de 10 ans, il consacre bénévolement 3 semaines annuellement à l'Agence canadienne de développement international. Il participe à des missions à l'étranger pour établir le bilan des projets parrainés et proposer des solutions concrètes aux problèmes rencontrés sur le terrain. Mon père était proche de Sears et de plusieurs autres clients, Eaton, Labbé, etc. Et organisait une fois par année un voyage de pêche avec ces acheteurs-là dans le nord du Québec. Ils les amenaient à la pêche.
Et c'était vraiment impressionnant de voir là, comment on avait affaire à un général dans l'armée qui était aux commandes, puis qui décidait tous les matins, bon, c'était quoi le plan d'attaque pour la rivière, c'était quoi le plan d'attaque pour telle sorte de poisson ou quoi que ce soit. L'amour de la pêche, de la chasse, du bois, puis je dirais le respect aussi de la nature, c'était vraiment quelque chose que toute la famille chez nous, on adore. On est allé en Afrique, puis ça, c'était un rêve à mon père. Ma mère peut peut-être vous expliquer, en 78. On est allés seulement tous les deux. Puis là, on explorait. Là. Puis là, il retenait tous les endroits, puis où est-ce qu'on était passé. Mais là, il dit, jamais ma gang, un bonjour ici. Fait qu'on on est allé quand j'ai eu mes 70 ans, ça a été le cadeau pour tout le monde, puis le voyage extraordinaire. C'est un passionné. C'est un passionné, c'est un intense, quelqu'un de très déterminé aussi. Alors, que ce soit par rapport au voyage ou par affaire, quand il y avait une idée, il montait une équipe avec lui, il allait chercher les meilleurs. Puis il accomplissait ce qu'il avait en tête. Il y a 15 petits-enfants dans la famille, puis il est fier de tous ses petits-enfants. Alors nous, c'est un côté que la communauté d'affaires connaît moins. Un côté de mon père, plus émotif, hein, il avait son petit cœur sensible par rapport à ses petits-enfants. Moi, j'ai toujours dit que c'est un gros malin plein de cœur. Un bel exemple de transfert de savoir-faire et de savoir-être. Ses enfants ont hérité de son sens de la débrouillardise et de sa persévérance, autant dans les affaires que dans la vie privée. Guy Laflamme a sans aucun doute transmis sa fibre entrepreneuriale à ses enfants qui sont eux aussi des entrepreneurs bien présents dans le paysage économique de la région et dont il était très fier. Quoi que l'on dise, le travail définit largement la personne que l'on est. Mon métier que j'adorais a dévoré ma vie. D'étape en étape, j'ai monté les échelons de l'entreprise de mon père jusqu'à ce qu'elle devienne la mienne et que j'en sois le président. D'une certaine façon, l'entreprise et l'homme deviennent un, et bien malin qui peut distinguer l'une de l'autre. C'est à ce prix que l'on réussit, et je ne connais pas d'autre manière d'avancer que de s'engager complètement. Ce que je retiens de mon parcours, c'est que rien ne saurait remplacer un équilibre entre les plaisirs familiaux et les défis professionnels, entre ce que l'on veut et ce que l'on a effectivement. Une vie suffit à peine pour jongler avec ces divers éléments, et à mon âge, je demeure malgré tout un étudiant dans ce domaine.